Jeudi dernier sortait le dernier numéro de SoFoot avec Nicolas à la une. Avec ce titre, l'homme qui fait trembler le football français. On va en parler ensemble. Nicolas, ancien arbitre de Ligue 1, assistant. C'est ça. Salarié de la Fédé. C'est ça. Aujourd'hui président également du district de Mayenne. C'est également ça. Et le témoignage que tu donnes dans SoFoot décrit une gestion de l'arbitrage totalement hallucinante au sein de la fédération. Alors pour tout bien mettre sur la table et tout contextualiser, toi, on peut se tutoyer ? On se tutoie. Très bien. Toi, Nicolas, tu assumes ton homosexualité, tu l'as toujours fait dans le cadre de tes fonctions arbitrales, et en fait, vraisemblablement, ça t'a amené des problèmes incroyables au sein de la Fédé, à tel point que ça t'a coûté ta carrière d'arbitre. On va y revenir. Tu as également été victime d'un viol après un match de Ligue 2, et aujourd'hui, tu avais la volonté de raconter l'envers du décor, tout ce que tu as subi. Première question, Nicolas, comment ça va aujourd'hui, quoi, après tous ces malheurs là, qui se sont abattus sur ta vie de passionné de foot ? Eh bien, tout simplement très bien. Et je dirais que la sortie du magazine, c'est peut-être le soulagement ultime et l'aboutissement de ce travail de 12 ans de quête de vérité. Parce que moi, depuis le début, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait eu quelque chose d'anormal autour de ma carrière. Et au bout de 12 ans, donc on dit que des fois il faut être patient. Moi, ça a mis 12 ans avant de découvrir cet élément qui me manquait, parce qu'en fait, il me manquait juste cet élément. Et juste pour recontextualiser ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que je dénonce, c'est la période à laquelle j'ai participé globalement. Donc, ma carrière a commencé en 2005. Elle s'est terminée, on va dire, sur le terrain en 2014. J'ai traîné jusqu'en 2016, puisque après, avec les rétrogradations et autres. Le patron de l'arbitrage était Marc Bata à ce moment-là. Donc, moi, j'ai eu un mixte de Marc Bata et de l'arrivée de Pascal Garibian après. Donc voilà, moi c'est la période et c'est important de le recontextualiser pour les auditeurs. Après voilà, il y a des choses qui sont dites dans SoFoot. Si vous avez bien lu attentivement, moi je donne aucun nom. On raconte mon histoire. Et pourquoi tu veux donner aucun nom ? Alors moi tout simplement parce qu'il y a des plaintes en cours. Il y a 3 plaintes. Les 3 plaintes sont contre X. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas affaire à une seule personne. J'ai affaire à une bande de personnes que j'arrive pas à déterminer, mais c'est je dirais clairement des psychopathes, des manipulateurs, des menteurs, dont l'objectif clairement est de faire passer les gens sains pour des abrutis ou clairement pour des fous. D'ailleurs, je crois que la fin de l'article, c'est l'orientation qu'on chercherait à faire. Alors, moi, je veux bien être fou, mais vous l'avez fait dans la présentation, je suis président d'un district. Parce que la fin de l'article, pour revenir, c'est que ça fait référence au viol, hein, carrément. Ouais, là. c'est ça. Et la fin de l'article, c'est l'une des personnes qui est mise en cause potentiellement dans cette affaire de viol. C'est ça. Et qui estime, qui est interrogée par SoFoot, hein, qui a répondu, et qui estime qu'en gros, tu racontes n'importe quoi, que tu affabules, qu'il n'a jamais été mêlé à cela, et que c'est sans doute parce que ta santé mentale n'est pas très bonne que... Alors moi je vais très bien, j'ai pas de problème. Je dirais pas que tout le monde est la même chose. Moi ce que je sais c'est que j'ai un article initial qui faisait 10 pages. Il a été publié en 8 pages. Faut juste se poser des questions de savoir qui a fait quoi. Et donc si des gens ont un droit de réponse alors qu'ils apparaissent plus à la fin dans l'article, moi j'aimerais que ces personnes-là puissent s'exprimer et dire pourquoi leur nom n'apparaît plus. L'article de SoFoot là. Ouais, l'article de SoFoot, ouais. Nicolas, pour qu'on rentre dans le concret des révélations, hein, finalement, dans ce SoFoot, moi il y a deux volets à l'histoire. Il y a ton affaire personnelle, c'est le drame que tu as vécu, c'est la façon dont ta carrière a évolué personnellement. Et l'autre volet, c'est finalement la découverte de quelque chose que on pouvait peut-être comprendre parce que dans les choix de certains arbitres ou pas d'autres arbitres, parfois on se posait des questions, comme par exemple quand on a vu les récompenses UNFP, enfin c'est même pas l'UNFP d'ailleurs qu'on lui eu ces récompenses-là, mais bref, quand on a su qui était l'arbitre de l'année, qui était le deuxième, troisième, machin, c'est le monde des arbitres. Ce monde-là, cette carrière-là, d'ailleurs tu en parles pas dans SoFoot, dans une autre interview que tu as donnée, c'est comment ces carrières se font, se défont. On a l'impression que c'est impitoyable. Tu dis, je crois que c'est une carrière qui représente 200 000 € à l'année.
Aujourd'hui, oui. et que finalement tout le monde s'accroche à ça, que pour avoir la bonne note, les mecs sont prêts à tout, vraiment c'est Dallas quoi. Alors- Donc dans ce que tu racontes, il y a vraiment les deux volets. Ton cas perso et le monde des arbitres avec donc la DNA dont on parle souvent, qui favorise, pourquoi c'est un tel qui arbitre le gros match, pourquoi c'est pas un tel, le côté obscur des notes qu'on comprend pas toujours. Ça, t'en parles Ouais, souvent toi Gilbert bien de sûr. ça. Et nous, le truc des arbitrages, alors, avant ton cas perso, il y avait eu toutes les histoires à l'époque que Derrien nous avait racontées sur la façon dont Il tout avait ça sorti un fonctionnait. bouquin à l'époque qui C'est- dénonçait beaucoup de choses, Bruno Derrien. C'est un monde de fou, le monde des arbitres. En fait, Alors, Nicolas. aujourd'hui, j'ai une palette assez complète puisque je suis président de district, j'étais arbitre au haut niveau et en étant salarié aujourd'hui de la fédération, et c'est pas ce titre-là que je m'exprime, bien évidemment. Moi, j'ai constaté avec le recul, et on me disait que j'étais toujours un peu en avance sur mon temps, mais moi, je me sentais pas à l'aise en fait dans ce milieu, parce qu'en fait, c'est un milieu qui est entièrement fermé. C'est-à-dire que la nouveauté, globalement, c'est difficile. Et puis, en fait, on a l'impression qu'il faut être coopté, en fait, faut avoir pour avoir droit de citer sur quelque chose. Et je vais être violent dans ce que j'aurais, mais il y a un côté maso en fait dans l'histoire, parce que il y a juste à regarder des fois les classements des arbitres. Moi, à mon époque, les arbitres qui montaient, c'était ceux ils étaient en dernière année. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait un malin plaisir à les faire durer 5-6 ans. Et puis, là où il y avait une chute, si vous ne montiez pas au bout de 5 ans, eh bien, en fait, ils montaient à ce moment-là. Donc, il y a presque un système qui était quasiment maso, en fait. Et ce côté maso, aujourd'hui, moi, je le comprends, en fait, parce qu'en fait, il est beaucoup plus large. Moi, je comprends aussi pourquoi il est difficile aujourd'hui pour un joueur ou un arbitre d'assumer son homosexualité. La société française, elle est quand même un peu balade, quand même, on va pas se mentir. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'un joueur de renom international ou même, je dirais, lambda en Ligue 1, il peut pas vivre. Moi, quand j'ai décidé, en tout cas quand je suis arrivé en Ligue 1, j'avais pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Donc moi, sur les sites de rencontres, effectivement, il y avait ma tronche. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait C'est un là que tu effet as commencé à avoir des problèmes. Ouais, en fait, dès 2008, en fait, j'ai commencé à avoir des emmerdes quand, clairement, il y avait ma photo et on a commencé à me dire, tu devrais pas, c'est pas prudent. Moi, j'avais 29 ans, j'avais quand même le droit. Comment ça, c'est pas prudent? C'était sous-entendu qu'il fallait pas se montrer. Ah ouais, genre, en gros, ça va t'afficher, quoi. Alors attends, ce qui est justement, ce qui est paradoxal sur l'homosexualité, en lisant l'article de SoFoot, c'est que tu dis, enfin il est même dit, c'est même le journaliste aussi qui a fait son enquête, que pour des raisons d'ailleurs, une explication qui est assez étonnante sur la raison qui a présidé à cela, il y a beaucoup d'homosexuels dans le monde de l'arbitrage, et donc comme tu le dis, peu qui passent... qui font leur coming out. Bon, ça peu importe, t'es pas obligé de faire ton coming out. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le fait d'être homosexuel a pu être un avantage aussi par rapport à certaines personnes en poste, et ça a pu être, tu l'as dit pour ton cas par exemple, aussi un inconvénient, parce que des personnes, peut-être elles-mêmes homosexuelles d'ailleurs, ont sans doute fait pression sur d'autres, et les ont mis sous pression par rapport à ce que tu as raconté notamment dans les messageries de rencontres, enfin, les sites de rencontres et autres. Donc là où on voit ce que dit Daniel, que ce monde est totalement fou, c'est-à-dire que l'homosexualité, passer au-delà de ça, ce serait rater quelque chose apparemment dans le monde de l'arbitrage. En fait, donc je rappelle juste que j'ai appris en lisant ça que pourquoi, d'après vous, parce qu'on peut se dire pourquoi il y aurait pour le coup plus d'homosexuels dans la profession d'arbitre que dans une profession X ou Y dans la société française, et c'est une raison liée à l'autorité, à une... j'ai lu ça dans l'article. Il y a certainement en partie des raisons autres, mais c'est pas mon métier. La raison sociologique qui explique ça. Mais ça s'explique par d'autres paramètres probablement. Après, là, moi, je tiens aussi à dire, le comportement que je dénonce, c'est pas la majorité des arbitres non plus, et la majorité des encadrants. Je pense que c'est une partie des encadrants ou des arbitres, mais ce ne sont pas tous. Et ça aussi, je tiens à éviter de faire l'amalgame. Mais puisque moi, j'aime bien aussi à un moment donner des choses, parce que moi, j'ai choisi de faire l'article sans preuve. Juste, par exemple, je vais vous donner un extrait en 5 diapos. Quand on m'interpelle, on me dit bonjour. Je réponds bonjour. Deuxième phrase, toujours aussi salope. Voilà. Qui dit ça? Ça c'est anonyme, bien évidemment, mais ça c'est pendant un stage d'arbitre ou dans un stage à la fédération. Après, tu me connais d'où? T'es un habitué de ce site, petite pute.
Tu es sûr de toi ? Oui, mon petit, tu es dans le foot. Hein. Derrière, t'énerve pas trop parce que tu t'angoisses très vite. Après, je vais vous garder la dernière quand même pour la bonne. Tu as des trips particuliers parce qu'en fait, ce mec est obsédé en fait. C'est un obsédé. Il ne pense qu'au cul en fait, sans arrêt. C'est le cul H24. Et ça, c'est le nom que tu veux pas donner. Moi, j'ai pas donné de nom. Non, mais C'est qui c'est qui t'a envoyé ça au final? Mais toi, tu sais qui c'est. Oui, Et c'est j'ai quelqu'un aucun de doute. connu dans le monde de l'arbitrage. Bah, bien évidemment. Enfin, aujourd'hui, Mais un oui, arbitre clairement. ou Je suis allé... quelqu'un qui En fait, reste- c'est une application qui marche par géolocalisation. Donc, vous pouvez Oui, genre être à 2 mètres. Tinder, un truc comme ça. Bon, bah, moi, à un moment, quand même, je travaillais aussi, j'étais conseiller technique en arbitrage. Donc, on avait accès à toutes les Parlez bien dans le adresses. micro, Nicolas. On avait accès à toutes les adresses. C'est arrivé pendant un stage. Je suis allé avec 3 personnes. On était à l'adresse. On était à 2 mètres. Bon, voilà. C'est très Donc c'est une clair. personne, c'est un arbitre ou c'est quelqu'un qui était responsable dans l'arbitrage français? Il y en a qui cumulent les 2 fonctions. D'accord. Bon, donc voilà l'ambiance, quoi. En gros, Des plus machiavéliques, oui. machiavélique, et ça t'a coûté clairement ta progression. C'est-à-dire qu'à un moment, on t'a dit, toi, du fait de ton homosexualité affichée, tu n'iras pas plus haut. Ah, on me l'a pas dit comme ça en fait, parce qu'au début, moi, j'ai rien compris de tout ça en fait. Je l'ai compris beaucoup plus tard. Moi, en fait, il y a le viol en 2009. En 2011, je rate un test physique une semaine après le suicide du garçon que j'avais rencontré. Je devais aller au championnat d'Europe Espoir au Danemark. Je rate le test physique, mais je dis rien à personne parce qu'à un moment, je pense que voilà, je peux gérer les choses. Je les gère pas. Ce test physique, je me retrouve suspendu de la fin du championnat de France alors que c'était un test physique pour une compétition européenne, donc ça n'avait pas de sens. Ouais. Et aussi aujourd'hui, et ça je le comprends que maintenant, c'est au début on pense pas à tout ça. Et puis après en 2013 je retourne au bout de 2 ans d'arrêt maladie, on va le dire, hein, moi j'ai perdu pied. Le club de Laval m'a aidé pour remonter. Mais ça a duré 4 mois en fait. Au bout de 4 mois, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et aujourd'hui, D'ailleurs, tu es parti avec éclat. On voit dans l'article, tu racontes. oui, mais stage, je le en regrette faisant un absolument droit à pas. bras d'honneur à tout le monde. 2 doigts d'honneur, je crois. Mais en fait, ce que je veux aussi expliquer, c'est que souvent dans les stages arbitres, on parle de résilience. Mais la résilience par l'argent, ça n'a pas trop de sens à mon avis. Moi, je préfère mon courage et mon combat depuis le départ. Parce que le combat, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est pas mon combat personnel en fait. Moi aujourd'hui, je m'en fiche de ma carrière. Elle ne reviendra jamais. Moi aujourd'hui, je suis convaincu de ce que je peux faire, de mon expérience. Et pour tous les gamins ou tous les jeunes qui subissent les mêmes choses, et dans tous les sports, parce que ce que j'ai vécu là, c'est dans tous les sports, on va pas se mentir. Et donc du coup, oublions Nicolas Potier sur cette histoire-là. Moi, ça m'intéresse absolument plus. Je suis président de district, j'aspire à autre chose, mais dans des projets pour essayer de faire évoluer les choses. Attends, Daniel, pardon, excuse-moi. Samedi, il y avait l'Assemblée générale de la Fédération. En tant que président de district, forcément, tu étais sur place. J'imagine qu'évidemment, les gens étaient quand même au courant de ce foot. Que t'a dit le président actuel de la Fédé? Je ne sais pas, les membres du COMEX, enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as senti une sorte d'ouverture au dialogue ou toujours rien? Alors, ça a été différent parce qu'en fait, le vendredi, il y a eu l'Assemblée générale de la Ligue du foot amateur. Philippe Diallo, directement, a pris parole et a presque tenu, je dirais, une bonne dizaine de minutes sur l'histoire, on va dire, sans me nommer, et parce que je pense que voilà, c'est aussi sa manière de gérer le dossier. Donc, moi, je vais pas commenter cette décision-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience qu'il y a un problème, que le problème que je soulève chez les arbitres, il est peut-être pas que chez les arbitres d'ailleurs. On peut aussi envisager que c'est un spectre beaucoup plus large. Moi, en fait, je me dis juste que je suis porteur de quelque chose. C'est pas parce que c'est un sujet qu'à la mode. C'est à un moment, faut avancer, faut avoir du courage. Dans le foot, si on n'a pas de courage, on va pas y arriver. Je vais vous donner un exemple. Dans mon district, on a pris la décision, nous, quand il y a une bagarre générale, c'est match perdu pour les 2 équipes, on cherche même plus à perdre du temps, à réunir les gens en commission. Mais on n'a jamais la vraie vérité, donc autant mettre tout le monde par terre. Ouais, c'est beaucoup tout le monde dit mais c'est l'autre qui a commencé, ça s'est passé comme Sauf ça. Sauf qu'on m'a reproché après l'an dernier d'avoir exclu un club avec les 2 équipes parce que pour les mêmes faits. Aujourd'hui, ce club, je peux vous assurer qu'il vient me remercier parce qu'il nous dit vous nous avez aidé à faire le ménage. Eh bien, à un moment, je pense qu'il faut avoir du courage. Là, mon histoire, je crois clairement, c'est pas la gloriole, je la cherche pas. J'ai arbitré une finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue, j'ai fait une vingtaine de matchs à peu près européens. Et tout ça à moins de 31 ans. Donc globalement, ma carrière, elle a été très courte, mais plutôt très complète. D'ailleurs, certains de mes collègues l'ont fait savoir. Moi, aujourd'hui, je suis porteur
pour aider ou en tout cas pour apporter autre chose. Mais ce serait quoi le message que tu voudrais porter? En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème plus large et qui dépasse les fédérations. Je pense que même l'État a un rôle, probablement. Aujourd'hui, vous avez des associations où on confère aux fédérations des activités, par exemple sur les enjeux sociétaux, mais à la base, c'est pas le rôle d'une fédération sportive. Elle peut peut-être, mais en tout cas, c'est certainement pas son rôle initial. Donc moi, je pense qu'il y a des choses à créer, ou en tout cas à réinventer. On dit qu'il y avait un ancien monde, un nouveau monde. Ben, peut-être qu'à un moment, on peut aussi adapter et puis moderniser ces institutions qui mais méritent... ce combat, je le comprends, mais dans ton histoire perso, toi, tu souffres de ta sexualité, puisque ce sont d'autres homos qui te veulent du mal, quoi. Non, moi j'en souffre pas. C'est comme un règlement de compte, quoi, finalement. En fait, non, ton histoire perso, c'est on t'en veut pourquoi, au fond? En fait, à l'époque, clairement, je pense que on est deux. Enfin, moi, je suis le plus jeune quand j'arrive au tout départ. Tu fais de l'ombre à d'autres, quoi. En fait. Donc, on fait de l'ombre. Moi, je sais qu'à la finale de la Coupe de France en 2009, je me souviens maintenant, mais pas au départ. Moi, à la finale, à la fin, j'ai des étoiles dans les yeux comme un gamin de 15 ans. Sauf que le stage d'après, c'est en gros. Finale 2009, c'est PSG. Rennes Guingamp. Et ça se transforme en gros que je suis le faillot de service, que en principe c'est le cadeau à 43 ou 44 ans, et que moi j'arrive, j'ai 2 saisons. Jalousie générale, quoi. Mais c'est jalousie générale. Et oui, puis... donc là on en revient à ce que je disais, c'est vraiment un monde impitoyable. Les arbitres, c'est la guerre entre vous, quoi. Mais à l'époque c'était pour 5-6 000 balles par mois, hein, en plus, donc on va pas se mentir, mais il y avait le vieux monde, et le vieux monde, c'est cette difficulté à s'assumer. T'as pas eu envie à un moment de dire stop au monde du foot et de laisser tomber tout ça, parce que là finalement tu es encore dans le système aujourd'hui à te battre là. Je l'ai quitté en fait en 2017 parce que j'étais aussi conseiller technique en arbitrage au sein de la Ligue du Maine, qui est devenue la Ligue des Pays de Loire. Moi, je m'étais dit que je retournerais un petit dirigeant dans mon district où j'avais commencé ma carrière professionnelle en tant que salarié. En 2020, je m'étais dit que pourquoi pas moi. Donc je me suis pris au jeu. Et puis après, il y a Frédéric Thirier, moi, qui m'a contacté en 2021 pour être le porteur d'un projet arbitrage sur sa liste. Je crois que c'est comme ça que globalement, j'ai un peu marqué les esprits, puisque ce projet a été globalement unanimement plutôt apprécié. D'ailleurs, à 90%, c'est celui qui est en train de se mettre en place actuellement à la fédération. Donc, ça donne une certaine forme de légitimité à tout ça. Moi, aujourd'hui, je veux juste faire comprendre qu'on m'a peut-être sacrifié à un moment. Ils ne me sacrifieront pas sur une deuxième partie. Et c'est eux qui sont venus me rechercher en août dernier, hein, puisque là, ça fait que 9 mois que je suis à la fédération. Et quoi qu'il arrive, je ne peux que les remercier parce qu'ils m'ont permis de découvrir le dernier élément qui me manquait. Est-ce qu'il n'y a pas être président de district et salarié de la Fédé, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt entre les deux fonctions, entre les deux? Aujourd'hui, dans les statuts, il n'y a rien qui l'indique, mais il y a rien qui l'interdit. Après, je ne vous cache pas qu'au départ, on être pourrait... à la fois élu et salarié, ça peut paraître étrange. Mais on pourrait aussi envisager que l'idée de départ était on vous embauche. Vous démissionnez de président de district. Une fois que vous avez démissionné de président de district, on vous vire et vous redevenez Nicolas de Laval, inexistant, inaudible. Je dis ça, je dis rien. Les arbitres d'aujourd'hui, tu les connais, la nouvelle génération? Vous avez tu as reçu des messages de soutien, des arbitres de maintenant qui souffrent du côté impitoyable de ce monde? Pour être très clair, aujourd'hui, j'ai 10 personnes de tout niveau qui dénoncent des choses, donc sur toute la France. Il n'y a pas de secteur qui leur viennent. Mes anciens collègues, en fait, je réponds ponctuellement. Certains, je ne répondrai pas. Moi, j'oublie pas que quand j'ai arrêté ma carrière, il n'y en a que 5 qui ont gardé contact avec moi au départ, sur à peu près 90. Aujourd'hui, il y en a 2. Par contre, bizarrement, en janvier, quand j'ai commencé à gesticuler un petit peu et quand j'ai dit que je porterais plainte, j'ai eu à peu près entre 16 et 20 appels. Je ne l'ai pas vérifié, mais entre 16 et 20. Et bizarrement, aujourd'hui, c'est un peu plus. Donc, le degré de sincérité, il existe certainement chez certains. Mais quel genre de ménage il faudrait faire dans le monde des arbitres? Là, aujourd'hui... qui gère directement les arbitres aujourd'hui là, aujourd'hui, si vous voulez, il y a la direction de l'arbitrage, donc la DA, puisqu'il n'y a plus le T maintenant. Donc Anthony Gauthier qui est arrivé. Anthony Gauthier, c'est le patron des arbitres. C'est le patron des arbitres. Attendez, il y a le rôle de Borghini, qui est membre du COMEX. Et après, Anthony Gauthier, c'est l'arbitre avec qui j'ai fait une partie de ma carrière. Qui est l'arbitre central. Qui était avec l'arbitre central, voilà.
Et après, vous avez la Commission fédérale d'arbitrage, donc la CFA, et aujourd'hui, je crois que c'est 6 personnes, et c'est cette structure qui a, je dirais, la main sur toutes les décisions importantes. En fait, on a l'impression, vu de l'extérieur, d'un monde à la fois sans pitié et à la fois sans cap et sans gouvernance. Enfin, moi, on a parlé beaucoup d'Eric Borghini, le patron de la Ligue Sud-Est, la Ligue Méditerranée, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, la Ligue Méditerranée. Je veux dire, qui était au milieu des histoires avec Le Graët il y a quelques semaines et tout. Je veux dire, au final, il sert à quoi, en fait, ce bonhomme? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, il a été incapable de déceler tout ça, incapable de prendre des décisions. Surtout, il y a autre chose sur Borghini, parce que dans le papier, justement, il faut peut-être y revenir. Il y a des allégations qui le concernent sur son attitude avec des jeunes arbitres. Moi, vous me permettrez de pas porter de jugement ouvertement, puisque je reste sur ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas donné de nom. Il a fait un communiqué après la publication de Borghini, SoFoot. c'est le great boy. Hein. En disant qu'il pensait que SoFoot était un journal qui mettait en valeur le football. Bon, ils font leur boulot de journaliste, SoFoot. Enfin, moi, j'ai pas communiqué. On nous avait demandé de pas communiquer. J'ai respecté la règle. Bon, en tout cas, voilà, il chapeaute lui, en tout cas, puisque tu l'arbitrage. parles de l'ancien monde, puisque je reprends ton expression, Nicolas, ancien monde, nouveau monde, par rapport à ce que dit Daniel, les vestiges de l'ancien monde, ce ne sont pas que des vestiges aujourd'hui à la Fédé. C'est ça l'histoire. Donc que Diallo, et je le crois sincère, hein, mais sincère dans le sens où il sait qu'il est obligé de le faire. Amélie Oudéa-Castéra aussi a pris la main là-dessus dans d'autres fédérations, puisque tu parlais d'un problème général. Je crois que c'est très intéressant de dire ça. Je pense que ce que tu montres là, peut-être de manière très exacerbée, parce que le professionnalisme et l'argent qui a accompagné cela, les fameux 200 000 par an, Bruno Derrien en avait aussi parlé, a généré forcément une violence extrême dans ce milieu-là particulièrement. Mais pour revenir à tout ce qui est homophobie ou violence, ou même pire, violence sexuelle et peut-être pire, là tu as raison, d'autres fédérations, on ne cesse de l'entendre, et la ligne qui a été mise en place, je crois, pour recueillir des témoignages, elle en a déjà recueilli beaucoup, y compris pour le foot bien sûr, et on peut même penser que c'est une minorité par rapport à la réalité. Donc il y a quand même un mouvement, et Diallo, est-ce qu'il se pense obligé d'accompagner le mouvement ou est-ce qu'il est sincère? En tout cas, il le prend en compte. Moi, je suis persuadé qu'il est sincère parce que j'ai eu une discussion avec lui avant d'ailleurs de découvrir une partie de mon histoire. Donc, je sais l'échange et le contenu de celui-ci. Moi, je crois que sincèrement, aujourd'hui, il faut enfoncer les portes, quoi. Il faut accepter déjà de vivre avec, la société telle qu'elle est. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais il y a 3 semaines, j'étais parrain du tournoi international de la fédération LGBT. J'ai été contacté au mois de décembre, donc ça n'avait rien à voir avec toute mon histoire, et j'ai accepté tout de suite parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'être celui qui représente le foot gay dans toute la France. C'est juste que je maintiens que c'est par l'exemple et par des fortes personnalités que vous pouvez faire passer des messages. Demain, vous mettez à Mbappé un message sur le racisme, c'est évident que ça a un impact réel. Eh bien, moi, je me dis que si ça peut être modestement ma contribution pour la partie homo, eh bien, je pense avoir réussi ma mission. Sauf que, quand on lit ton témoignage dans SoFoot, un jeune arbitre aujourd'hui homo pourrait se dire, dis donc, si je dois encore, parce que le système fonctionne encore, si je dois subir tout ça, c'est pas forcément, c'est pas une sinécure. C'est pas une sinécure, et après, il y a les deux côtés, en fait, parce que pour bien comprendre le milieu, vous pouvez avoir des gamins qui savent comment ça marche et donc qui vous disent c'est eux qui vont être à l'initiative. Et puis après, vous avez les dossiers qui sont connus sur la place publique, ou les fameuses histoires du chantage à la pipe. C'est modeste, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est quoi ça? Oui, chez les amateurs, effectivement, c'est arrivé. C'est comme ça que ça s'appelle. Avec l'ancien patron des arbitres en Ile-de-France qui se fait virer, notamment pour une affaire de ce type. Et donc c'est le titre, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'histoire. Mais à un moment, c'est le triste sort. Mais moi, je pourrais vous dire aussi qu'il y a des hétéros qui se font passer pour des homos juste parce que ça va exciter le mec d'en face. De quoi? Mais c'est comme ça que ça marche. Mais ce que je vous raconte là, ça marche, c'est pas qu'en France. J'ai eu aussi des arbitres étrangers qui m'ont parlé depuis 3 jours. Et donc, du coup. Mais c'est quoi ce monde des arbitres là? Il y a un truc, mais non, parce que je crois que là où on se trompe, c'est que c'est pas chez les arbitres. Je le disais tout à l'heure. Les joueurs aujourd'hui,
quel joueur peut prendre le risque de s'afficher Ça, ouvertement. on en avait parlé avec Johan Ah, Le Maire ouais, qui était ça- venu Ça, oui, dans mais la dans grosse l'after différence- Ça, c'est également. des Non, choses mais qu'on a évoquées il en faut qu'on long, large, s'arrête, de les gars. travers. La différence juste avec l'arbitrage, c'est qu'il y Bonne a, fin. comme il y a un lien de désignation et de notation, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus terrible et pervers. Nicolas Potier, merci d'être venu Non, merci. pour ce témoignage. On suit tous ces dossiers dans l'after. Je vous renvoie au SoFoot qui est en kiosque si vous voulez lire cette longue enquête. À bientôt dans l'after. Merci d'être venu.